on est très heureux d'accueillir Alice Mukiele pour cette seconde conférence de notre cycle Construire une pensée, proposée par Mathias Gervais de Lafont, que je remercie. Et à qui je vais laisser la parole à l'instant. La conférence sera animée par Valentine Guichardaz. Et Alice va nous parler du bois. Et le mythe de nos forêts est le titre très poétique de cette conférence. Elle travaille à l'agence Gram, où elle est associée. Et elle est diplômée de l'école de Belleville. Personne n'est parfait. Donc, Mathias, je te laisse la parole. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci bien sûr Alice. Merci Jean-Baptiste. Donc, oui, effectivement, merci d'être présent pour cette deuxième conférence du cycle qui est organisée cette année par l'école d'architecture, qui a été soutenue par la CFVE. Merci Hélène Delatte aussi qui s'occupait de l'organisation de l'ensemble du cycle. Et bien sûr, un grand merci à Alice et je vais revenir sur ses remerciements. Donc, juste pour vous resituer les circonstances de ce cycle de conférences, donc l'idée c'est de confronter des engagements de praticiens avec les modes constructifs qui peuvent être associés à ces engagements, ou de voir comment vraiment une pensée théorique peut être liée à des mises en œuvre très concrètes de l'architecture. Et donc la première conférence de François Brugel, qui a eu lieu le mois dernier, aura permis d'évoquer la définition contextuelle des modes de construction, donc en racontant qu'il n'y avait pas une pensée ni des solutions constructives a priori ou systématiquement justes. Donc c'était, François a insisté sur cette compréhension du milieu et qui est souvent génératrice de réponses plurielles, hybrides, et du coup qui va vraiment définir les questions constructives comme vraiment avant tout une posture de concepteur agile. Et cette réflexion sur l'identité constructive, on est content de la prolonger ce soir avec toi, Alice, donc, qui est architecte et ingénieure, qui est l'une des associées de l'agence Gram, et qui, à l'agence Gram, développe des recherches et une pratique surtout intelligente et innovante qui essaie d'être précurseur sur la mise en œuvre du bois. Donc l'agence, elle a été fondée par Mathias Romvos, qui a fait de ses réflexions justement sur cet usage responsable de nos ressources l'un des engagements prioritaires de l'agence. Et Alice a rejoint Gram pour prolonger ses réflexions, et aujourd'hui donc elle fait partie des associés de l'agence avec Mathias Rombos, comme je le disais, et Hugo Loanel, que j'ai bien prononcé. Donc Alice, un très grand merci d'avoir accepté la participation à ce cycle de conférence, et on est très heureux de l'école de t'accueillir ce soir. Merci encore. D'abord, merci Mathias, merci Monsieur de Froment de m'accueillir dans cette école. Merci aussi à Valentine Guichardaz, grâce à qui je suis là ce soir, et évidemment à mes deux associés, Mathias Rombos, le fondateur de l'agence, et Hugo, avec qui nous œuvrons depuis Hugo et moi depuis une dizaine d'années, Mathias depuis plus longtemps, sur le fait de pouvoir construire en bois, et on défend aussi la volonté de construire, et de construire avec une réflexion sur la matière. Donc cette conférence est dédiée à l'architecture bois. Je l'ai intitulée « Le mythe de nos forêts, construire en bois, embrasser la contrainte », parce que d'abord, il faut comprendre que construire en bois, c'est penser autour d'une filière, c'est penser autour du matériau, et c'est savoir comment qu'est-ce que c'est que le bois et comment il se développe, et comment on peut l'utiliser de manière la plus judicieuse possible. Le bois, il offre une large capacité de construction, des maisons individuelles aux immeubles de moyenne et grande hauteur. On peut, avec l'ossature bois, on peut faire beaucoup de projets architecturaux, même des projets ambitieux.
Néanmoins, c'est une ressource qui est polyvalente, mais qui n'est pas synonyme de facilité. Voilà. Derrière chaque structure, il se cache une existence d'un savoir-faire, une rigueur dans les techniques et les assemblages, ainsi qu'un profond respect pour la matière elle-même. Cependant, malgré ses avantages indéniables, la filière bois, elle n'est pas complètement organisée pour assumer une construction totale de toute la production architecturale en bois. Et ça reste une filière qu'on doit soutenir et qu'on doit comprendre pour pouvoir construire de manière durable. Au cours de cette conférence, je vais donc vous exposer ces dimensions, donc les diverses applications possibles, voilà, les défis de l'industrie en pleine mutation et les exigences de savoir-faire et l'art de maîtriser surtout la matière. La forêt, c'est le lieu de tout un imaginaire. La forêt, c'est le lieu du refuge, le lieu du vivant, le lieu de la cueillette, le lieu de la cabane d'enfants. C'est un imaginaire dont nous sommes vieux de plusieurs millénaires, dont nous sommes héritiers, et qui traverse les âges sous forme de nombreux mythes, légendes, contes et autres récits, que ce soit profanes ou religieux. Mais la forêt, c'est le premier matériau dont les hommes se sont servis. Il faut savoir que ça a toujours été un enjeu stratégique pour les politiques et pour le pouvoir. Et son droit d'usage, pour comprendre un peu l'organisation, il a été réglementé autour du XIIe siècle. Donc ça fait quand même un petit moment que la forêt est utilisée. Mais la forêt, elle n'a pas donc toujours été contemplative. Elle a beaucoup, en fait, ça a toujours été un lieu c'est pas la forêt contemplative que nous connaissons aujourd'hui, ça a été un lieu industriel. Jusque dans les années 50, la forêt elle était pleinement habitée au quotidien par les humains. On pouvait retrouver en forêt des sabotiers, des gens qui faisaient des cercliers, donc des gens qui faisaient des tonneaux, parce qu'il faut savoir que le bois, ça a été ça a été le verre, le plastique et le métal d'aujourd'hui. Donc c'était des contenants. Donc, le bois, il a toujours été utilisé et on l'a perdu avec l'arrivée de ces nouveaux matériaux. D'où le nom de métier qui travaillait toute l'année en forêt. Donc la forêt, elle était bruyante et c'était pas du tout la forêt qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a un podcast très intéressant de la série documentaire sur France Culture qui s'appelle Des arbres et des hommes et qui explique très bien ce rapport à la forêt. Du coup, après cette petite introduction poétique, je vais rentrer un peu plus dans l'aspect des chiffres. C'est-à-dire que qu'est-ce que la forêt? Alors, je vais parler surtout de la forêt hexagonale parce que, évidemment, la France, ça regroupe aussi des forêts d'outre-mer, mais c'est d'autres sujets parce que les arbres sont éminemment liés à leur environnement. Donc là, je vais me concentrer sur la forêt de France hexagonale. Donc, la ressource en France, il faut savoir que la forêt française, c'est la 4e forêt européenne. Il y a 17,3 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près 31% du territoire qui est forestier. Donc, on est juste après. Il y a la Suède en premier, qui évidemment est un grand pays forestier, l'Espagne, la Finlande, et nous, on arrive juste avant l'Allemagne, qui pourtant a plus de bois d'œuvre que nous. Et ça, on y reviendra. Il faut savoir aussi que la superficie forestière a évolué et forte des politiques forestières et de réaménagement, de reboisement, etc., des 30 dernières années, la forêt a drastiquement augmenté en France. Donc en 1908, elle couvrait 19% du territoire et en 2022, elle couvre 31% du territoire. En 2022-2024, on y est quoi. Enfin, c'est actuellement la situation en France. Donc on a une large augmentation de la surface forestière. Donc on parle pas de déforestation en France. On a du bois, on a du bois d'œuvre et tous les scieurs vous diront d'ailleurs que le bois est sous-exploité.
La forêt française, il faut savoir que c'est 67% de feuillus et 33% de résineux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour ceux qui ne sauraient pas, le feuillu, c'est tous les arbres, le chêne, le hêtre, donc tous les arbres qui perdent leurs feuilles. Et les résineux, c'est tous les sapins, les pins, les épicéas, etc. En France, la construction bois, on construit avec essentiellement du résineux. Donc en fait, on construit avec 33% de la ressource forestière du territoire. On a 8 essences principales. Bon voilà, on les a mis les principaux, mais enfin je vous ai mis les principaux, mais je sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, on construit principalement avec du Douglas et de l'épicéa pour la construction en bois, enfin pour le bois d'œuvre en France. Sur le territoire forestier, ce qu'il est important de comprendre également sur l'organisation de la forêt française, c'est qu'il y a beaucoup de forêts privées et il y a voilà, il y a de la forêt, il y a 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques. Donc la forêt publique, elle est organisée, elle est gérée par l'ONF notamment. Et elle est certifiée de manière européenne avec des certifications telles que PEFC, vous avez déjà dû voir ce type de certification, et le FSC, qui en gros sont des certifications qui garantissent la pérennité de nos forêts et donc le reboisement, c'est-à-dire qu'il y a des politiques et des obligations de replanter les arbres qui sont coupés, etc. Pour les 75% de propriétés privées de parties forestières du privé, les parties qui font plus de 25 hectares sont obligées de se soumettre à un plan simple de gestion. Et donc, du coup, en France, elles sont aussi sous la coupole d'une gestion raisonnée de leur forêt. Même si vous êtes un privé, vous êtes obligé de répondre à certaines exigences. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça explique aussi la difficulté de l'organisation de la filière. Parce que comme il y a beaucoup de forêts qui sont privées, faut juste imaginer qu'aller chercher du bois, c'est couper un arbre en forêt, c'est aller le débusquer, c'est le débusquer dans des endroits qui sont parfois complexes. Ça veut dire qu'il y a un bûcheron qui vient, enfin voilà, il y a des accès qui sont compliqués. Donc en fait, c'est très minutieux comme récolte, la gestion forestière. Et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs de forestiers appellent ça de la récolte et pas de l'exploitation forestière, parce que il n'y a pas que, on en viendra sûrement là dans des questions, mais il n'y a pas que des coupes rases, il y a aussi beaucoup de bois qui est récolté de manière très spécifique. Du coup, pour la forêt publique, puisque quand même ça c'est une grande partie de nos forêts, c'est géré par l'ONF. Donc il n'y a pas en France de forêts qui sont laissées à l'abandon. Il n'y a pas de forêt qu'on pourrait dire native ou primitive. Ça n'existe pas en France, c'est plutôt de l'autre côté de l'océan. Mais nous, toutes nos forêts sont organisées, sont gérées, et notamment par les gardes forestiers. Donc là, je vous ai mis une petite image d'un garde forestier. Et les gardes forestiers, ils sont là pour regarder ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire désigner l'arbre qui va être le plus judicieux pour sa croissance, et donc sélectionner les arbres qui vont peut-être aller à la coupe parce qu'ils ne seront pas assez droits, ils prendraient trop de lumière sur les autres arbres, etc. Donc la gestion forestière, c'est vraiment au quotidien et dans toutes les parcelles de France. Et penser que si on ne touche pas une forêt, elle serait plus naturelle que si on la gère, c'est un peu un contresens. Et pour exemple, juste sachez que la forêt de Fontainebleau, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une forêt qui est totalement artificielle, qui est née du caprice d'un roi. Et voilà. Et maintenant, on a l'impression que cette forêt, c'est une forêt qui est ancestrale, mais c'est une forêt qui est complètement artificielle. Je vous ai mis cette image parce que je trouvais ça assez intéressant de vous montrer l'organisation de la forêt
c'est aussi une gestion. Je m'adresse à des architectes, donc les cartes, vous connaissez. Et là, on est sur des cartes aussi de gestion forestière. Et donc, il y a eu des politiques qui ont été de boisement très spécifiques et qui ont évolué au fur et à mesure des années. Et notamment, on a fait... Là, c'est dans la Nièvre, par exemple, cette carte-là. Et dans la Nièvre, il y a eu l'import du Douglas, qui est un bois qui pousse vite et qui est, en termes constructifs, en termes de résistance mécanique, très, très bon. Et donc, il a été largement implanté en France. Donc, il y a eu des politiques qui ont fait qu'il y a eu du boisement du Douglas de manière sur des parcelles entières, donc de manière assez importante. Aujourd'hui, on n'est plus, quand on discute avec un forestier, et je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Donc, ça a évolué avec aussi l'évolution des espèces, les maladies aussi qui se sont transmises d'arbre en arbre. Et donc, on est là sur une volonté de mixer les essences quand même. Donc, on n'est plus trop sur des parcelles entières mono-essences. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, là, il y a des zones, donc les zones bleues, etc. Enfin, toutes les zones correspondent à certaines essences de bois. Et tous les bois sont sélectionnés aussi pour permettre à la forêt de se régénérer. Qu'est-ce que ça représente, la forêt française? C'est donc 17,3 millions d'hectares en termes de superficie, 31% du territoire, et ça veut dire que c'est 36 millions de mètres cubes de récolte de bois commercialisés. Bon, alors, c'est des chiffres qui ne parlent pas forcément, mais en fait, là, c'est le 36 millions de mètres cubes de bois récoltés, c'est toute la filière, c'est-à-dire que ce soit du bois d'œuvre, du bois industrie ou du bois énergie. Juste pour comprendre, un bâtiment comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, un bâtiment comme ça qui fait 12 500 mètres carrés, c'est 2600 mètres cubes de bois. Et quand on reprend ces chiffres-là, c'est-à-dire 36 millions de mètres cubes de récolte de bois, dont on a 7,9 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, et ça, je vais y revenir un peu plus tard, en gros, ça pourrait nous permettre de faire à peu près 3000 bâtiments comme ça, chaque année. Du coup, je vais m'arrêter un peu sur cette slide-là, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une forêt, elle a besoin d'être récoltée. Parce que le bois, il séquestre du carbone. Donc, vous avez compris que la séquestration du carbone, c'était grâce à la photosynthèse. C'est l'action de la lumière sur les feuilles qui prend le dioxyde de carbone, les racines, elles prennent l'eau et puis, du coup, ils rejettent de l'oxygène. Ça, c'est un petit rappel de primaire, je crois. Bon, bref, donc avec la photosynthèse, donc l'arbre, il séquestre le carbone. Il séquestre le carbone tout au long de sa croissance. Et donc, il a une personne de croissance, 20, 30, 50 ans, ça dépend des espèces, évidemment. Mais à un moment donné, quand il arrive à maturation et qu'il commence sa décroissance, en fait, il va rejeter le carbone qu'il a emmagasiné. Donc, quand on dit que les bâtiments bois, ils captent le carbone, c'est juste qu'on l'a coupé au moment où il était arrivé à maturation et pour rester, pour garder le carbone emmagasiné dans le bois d'œuvre utilisé dans les bâtiments. Et donc, nos forêts, elles sont gérées, elles sont cultivées pour rester dans cette réflexion. C'est-à-dire que le bois, il se développe, au bout d'un moment, arrive à maturation, on coupe de manière évidemment gérée, ordonnée, etc. Et pour laisser place aux nouvelles pousses et à la régénération de la forêt. Du coup, vous avez compris. Donc, du coup, 1 mètre cube de bois, ça stocke 1 tonne de carbone, grâce notamment à la photosynthèse. Alors, la France et la forêt française n'est pas exempt des impacts du réchauffement climatique. Ce sera ma dernière partie sur la question de la forêt. La forêt souffre du réchauffement climatique. On a tous les jours des scieurs et des forestiers qui nous disent qu'il y a des essences qui dépérissent, parce qu'il y a des essences qui supportent plus la chaleur et qui, voilà. Donc, il y a des politiques, l'ONF, il y a le memento de l'ONF 2023 là, qui explique très bien ce qu'ils sont en train de faire, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis des procédures en cours pour réimplanter des espèces qui sont plus durables, enfin qui sont en tout cas plus résistantes à des
températures plus élevées, etc. Et donc, du coup, il va y avoir une évolution de nos forêts, il va y avoir des espèces qui vont disparaître aussi parce qu'elles ne supporteront pas ce réchauffement. Les effets du réchauffement climatique, on les voit aujourd'hui, on les voit déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, le scolite a attaqué beaucoup de pins. Et le scolite, il résiste parce que, le scolite, c'est une petite bête qui est dans l'aubier, qui vient qui vient se nourrir dans l'aubier, et au bout d'un moment, elle attaque l'ensemble de l'arbre. Et en fait, le scolite, quand on avait des hivers qui étaient vraiment froids, il mourait au moment des hivers parce qu'il ne résistait pas au froid. Et voilà, de temps en temps, il revenait, mais de temps en temps, il ne revenait pas. Là, les hivers étant pas assez froids, le scolite, il reste. Et il y a beaucoup de forêts qui sont très impactées par le scolite. Alors, il y a toutes des études, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, mais il y a des études. Maintenant, on sait déceler les bois qui sont scolités, par exemple, en forêt. Les forestiers savent très bien le voir. Et du coup, ils prévoient des coupes relatives aux arbres qui sont endommagés assez tôt pour pouvoir quand même les employer en bois d'œuvre ou en bois énergie. Et parallèlement, il y a des études du FCPA qui ont été poussées sur la question du bois d'œuvre scolité et qui développent en tout cas la conclusion que le bois d'œuvre scolité ne perd pas en résistance mécanique et donc pourrait potentiellement, s'il est coupé assez tôt, être utilisé dans la construction bois. Bon, échanger sur la ressource avec les forestiers, les gens de l'ONF, etc., nous a amené à la conception d'un projet assez singulier qui me semblait judicieux de vous présenter maintenant, qui est une halle multifonctionnelle, un espace multifonctionnel et scénique à Lorme, dans la Nièvre, et qui en fait reprend l'idée de cette belle forêt, de cette canopée de la forêt morvandaise, puisque c'est dans le Morvan. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est utiliser le bois de la forêt communale pour faire ce projet. Donc nous avons dû faire preuve d'un certain force de persuasion pour inciter le maire à choisir des bois de sa forêt. Et surtout, aussi, il y a beaucoup de pédagogie dans la construction bois, et surtout sur ce projet, il y avait beaucoup de pédagogie pour expliquer que le bois, on va couper, en fait, on va utiliser le bois qui était prévu à la coupe, justement, par les gens de l'ONF. Et donc, on est allé en forêt, on allait sélectionner le bois en forêt qui était prévu à la coupe, et sur cette base-là, on a développé le projet, on a affiné le projet parce qu'on avait quand même déjà l'image en tête qui voulait représenter une canopée. Et donc, sur ce projet, cette canopée, comme la forêt de l'Orme a beaucoup de Douglas, on aura toute la charpente en Douglas, et toute la partie des poteaux, on les aura en feuillus. On a coupé 8 chaînes qui nous permettront de faire les poteaux. Et on utilisera aussi quelques bois scolités pour faire les liteaux qui viendront sous les tuiles de verre de cette petite halle. On est en consultation d'entreprise, donc on espère que normalement le démarrage des travaux devrait commencer début d'année. Et voilà, je vous inviterai l'année prochaine à aller voir ce projet. Donc, la forêt est indispensable pour une planète décarbonée, mais son usage doit évidemment rester raisonné. Du coup, pour la transition entre la forêt et la mise en œuvre, je voulais vous présenter des projets. Pour moi, il faut distinguer la construction de prouesse structurelle et l'architecture quotidienne en construction bois. J'entends par l'architecture de prouesse ou de grands projets structurels, c'est des projets dont le programme et l'envergure demandent une mise en œuvre spécifique et des innovations techniques particulières. Donc, je vais vous citer 4 exemples parmi beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai fait un choix qui m'est très personnel, mais qui n'engage que moi. La halle Joseph Maigret, en 1962. Donc, on faisait déjà des projets d'envergure en 1962, et notamment ce projet qui est réalisé par les architectes Émile Berthaud, Georges Beauvais et Robert Cusol, qui est donc une halle, la halle dédiée à l'INSEP. C'est
énorme portée, c'est 89 mètres de portée en lamellé-collé, sûrement d'épicéa. Je n'ai pas trouvé toutes les infos parce que c'est un projet qui date un peu, mais voilà. Pour vous représenter la hauteur et l'envergure de cette prouesse structurelle, vous voyez l'échelle avec le sportif. Voilà, donc c'est gigantesque. Il y a un autre projet, évidemment très connu, le centre culturel de Djibaou, de Renzo Piano. Les charpentiers qui ont fait ce projet-là, c'est Matisse. Alors là, c'est un projet qui a été fait en lamellé-collé d'Iroko. Donc, c'était du bois local, l'Iroko. L'Iroko, c'est un bois particulier qui ne pousse pas en France, mais hexagonal. Donc, voilà, il y a de l'acajou aussi dans les poutres. C'est que des bois tropicaux, voilà, qui étaient retenus pour leur résistance, notamment aux parasites. Parce que, évidemment, quand on est dans des zones qui ont des climats comme ça très humides, etc., on est sujet à beaucoup de choses, et notamment des termites, des vers à bois, des champignons, etc. Et donc, les bois tropicaux, ou les bois durs, sont très souvent meilleurs en termes de pérennité parce qu'ils sont, pour certains, imputrescibles, dits imputrescibles, évidemment jamais autant que des matériaux de construction moins durables, mais voilà, qui ont quand même une pérennité exemplaire. C'est des cases qui font quand même 28 mètres de hauteur. Donc, il a voulu... Renzo Piano, il disait dans ses carnets de travail, l'un des caractères fondamentaux de l'architecture kanak est le chantier. Le faire est aussi important que le fini. D'où l'idée de chantier permanent ou non fini. Cette phrase est résonne pas mal dans notre pratique. Un troisième projet qui est le centre aquatique Aqualagon de Jacques Ferrier, et avec l'ingénieur CE Ingénierie, Jean-Marc Veil, qui nous a beaucoup parlé de ce projet. Ça, c'est en 2017. La spécificité de ce projet, c'est que c'est des assemblages par goujon collé, dans un milieu humide, puisque c'est une piscine, donc en termes techniques, c'est vraiment une prouesse que je vous invite à aller développer et faire des recherches dessus plus amplement pour comprendre bien ce projet. Un dernier projet en termes de prouesse technique et de construction bois, c'est en 2020. Il a été inauguré en 2022. C'est le Musée d'art américain contemporain, le MACA, de la fondation Achougari, par Carlos Oates. Donc Carlos Oates, c'est celui qui a fait l'opéra de Bastille. Et là c'est l'entreprise Simonin qui l'a fait, et c'est du lamellé-collé d'eucalyptus. Donc c'est absolument splendide. Mais encore une fois, la construction bois et la réalité de la construction bois en France et de notre quotidien, c'est pas que des prouesses techniques, c'est aussi de l'architecture quotidienne. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses avec de la construction bois. Et il y en a un qui l'a fait il y a bien longtemps, et que vous aurez sûrement reconnu, un fameux cabanon à Roquebrune. Voilà, le cabanon de Le Corbusier, il est tout en bois. Il est bardé de dosses de bois, donc c'est la partie extérieure de la grume. Ça, je vais vous montrer juste après. Et voilà, un projet qui date de 1951. Un autre projet qui me semblait intéressant de vous montrer, c'est 1991. C'est la maison d'Olga, de l'architecte Elio Olga. Ça, c'est au Brésil. Alors ça, c'est un exemple vraiment prégnant de la construction en poteau-poutre. Donc, vous voyez, il y a des poteaux-poutres et il y a du contrevêtement en tirant métallique. Ouais, ça donne ça. Mais c'est aussi la construction de logements collectifs. Donc ça, c'est c'est 8 logements collectifs à Montreuil de l'agence Gram. Donc, et ça, c'est du MOP, donc du mur ossature bois, qui est structurel. Du coup, on va rentrer dans la question un peu plus technique de la construction bois, le rapport au sol. Alors, le rapport au sol, donc là, je vous ai mis une image de
de la villa Schreiner à Oslo de Sverfen. Et elle me semblait illustrer assez judicieusement le rapport au sol, c'est-à-dire le bois et son rapport au sol, c'est pas uniquement la question de comment il se pose, mais c'est aussi que le bois, c'est le seul matériau de construction qui pousse. Et donc, il a intrinsèquement un rapport au sol, c'est-à-dire qu'on l'extrait du sol et il revient, enfin, le réemploi veut que, voilà, il y a un cycle de vie qui revient, le rapport au sol est prégnant dans la construction bois. Du coup, la construction, voilà, c'est donc, on prélève le bois, il y a l'extraction des ressources, après, il y a la transformation, donc il peut y avoir, il y a la première, la deuxième et parfois la troisième transformation. La première transformation, en gros, c'est la coupe. La deuxième transformation, c'est l'encollage. Et la troisième transformation, c'est la construction. Donc, on rentre, quand on conçoit en bois, on s'inscrit dans ce cycle de vie. C'est-à-dire que cette démarche-là, l'extraction des ressources et la première transformation, il y a du bois d'œuvre, du bois d'industrie, du bois énergie. Et on peut faire un bâtiment avec ces 3 données. C'est-à-dire que construire en bois, on construit forcément avec du bois d'œuvre, puisqu'on construit avec ce qui est extrait de la forêt et ce qui est scié. Le bois industrie, on va en avoir besoin pour nos panneaux de mur ossature bois pour faire le contreventement. Et le bois énergie, en fait, tout ce qui est issu de la première transformation, c'est-à-dire la sciure, les copeaux, etc., sont utilisés pour faire du bois énergie. Donc, ça peut être du pelé, ça peut être des petites bûchettes de bois, etc. Donc, on s'inscrit dans un cycle de vie global, en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on prend une grume, on peut matériellement utiliser l'ensemble de la grume dans la réflexion et la conception de la construction. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le bois? Donc, je fais un petit zoom là, un zoom un peu microscopique. Le bois, c'est un organisme végétal dont la croissance et la qualité est influencée par son environnement et par son sol. C'est pour ça que le bois en France et le bois en Outre-mer, c'est pas le même. La température notamment, c'est-à-dire qu'il y a des bois qui mettent beaucoup plus de temps à pousser parce qu'ils sont dans des zones froides et donc les cernes sont plus rapprochées et donc ça va avoir un impact sur la qualité mécanique du bois qui va être récolté. Donc l'essence choisie est déterminante pour le projet. Donc le bois, il est composé. Ça c'est vraiment, c'est l'intérieur c'est la cellule du bois. Il est composé de cellules allongées en forme de tube et les parois de ces cellules sont creuses et sont constituées de cellulose et de lignite. Donc on a un espèce de ciment intercellulaire qui vient coller toutes ces cellules, ces longues cellules en tube. Il faut comprendre que le bois, c'est un matériau qui est hétérogène parce que le tronc d'arbre, il va avoir une branche qui va pousser. Donc, du coup, à un moment donné, il va plus être dans une rectilinéarité de sa croissance et dans une homogénéité de sa matière. Il est anisotrope et il est hygroscopique. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de vous parler de l'hygroscopie parce que son rapport au sol, c'est intimement lié au rapport à l'humidité. Donc, de par sa composition, il a un rapport à l'eau qui est très complexe. En gros, le bois, il faut qu'il soit immergé, soit qu'il soit émergé. Mais entre les deux, c'est pas terrible. Donc, ça, c'est les fondations de Venise, pour ceux qui connaissent. Maintenant, il y a des complexités, mais Venise, ça a été fondé il y a quand même plusieurs siècles. Donc, en creusant pour faire le nouveau canal, pour faire un canal, le Rio Novo, voilà. En 1931, ils ont redécouvert certaines fondations qui avaient été faites, puisqu'ils ont, pour construire Venise, ils ont asséché un marais et ils ont planté des pieux de bois pour pouvoir venir faire les fondations. Après, ils ont mis un paquet de pierres, etc. au-dessus, mais les fondations qui vont dans le sol et qui forment des pieux, en construction. Sur certains projets, on doit faire des pieux. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une densité un peu plus importante. Mais du coup, nous, on préfère quand même, dans la construction bois, être émergé. On s'amuse rarement à faire des fondations en bois, juste pour
Et la petite histoire, hein. Enfin, nous, de l'histoire de l'agence, donc 25 ans de pratique, on n'en a jamais eu. Il y a eu un projet qui l'a fait récemment, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, pour construire un bâtiment qui est pérenne, il faut s'élever du sol. Comment on peut s'élever? Nous, on a des projets où on s'élève de manière différente. Donc, par exemple, on va mettre une pièce de métal, parce que le bois, la construction bois, c'est le bois comme matériau primaire et de prédilection pour la structure. Mais le bois, il se marie avec le métal. On a besoin aussi d'un peu de béton pour nos fondations. Donc on n'est pas ayatoliste du bois, hein, on essaye de mélanger, mais avec une réflexion sur le bois comme élément primaire. Ici, je vous montre, là, c'est un plan d'exé sur un projet de parking silo qu'on a fait à Dijon et qu'on voulait démontable. Et donc, vous voyez qu'il y a des ferrures qui sont, qui permettent d'élever le bâtiment du sol. En vrai, ça donne ça. Alors, c'est une forêt en plein brouillard bourguignon. Alors là, vous les voyez qui sont allongés, mais quand la poutre est là, évidemment, le bois s'élève du sol. Mais bon, voilà. Plus généralement, le bois, il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, donc attention aux remontées capillaires. Et les ferrures métalliques nous permettent, dans certaines circonstances, de résoudre le sujet. Dans d'autres circonstances, notamment en mur ossature bois, et notamment quand on a des rez-de-chaussée en mur ossature bois, on vient s'implanter sur une talonnette béton pour se soulever du sol. Alors, je vous rassure, la construction bois est contrainte par un certain nombre de réglementations. Et donc, on a notamment des réglementations qui veulent qu'on ne puisse pas mettre le bois à moins de 20 cm du sol. Donc, on s'élève du sol avec une talonnette béton et ça donne ça. Ça donne ça. Donc, à ce moment-là du chantier, les maçons, ils sont contents d'être au sec. Et puis, les charpentiers, ils ont hâte de pouvoir s'élever un peu parce qu'ils n'aiment pas trop être au sol. Donc, voilà, là, on est sur un bâtiment de 6 logements à Massy et c'est la pose des premiers murs ossature bois du rez-de-chaussée. Et ce que vous voyez en bleu, c'est le pare-vapeur intérieur. Donc, sur ce projet-là, le voile contre-ventant est extérieur. Autre manière de s'élever, c'est de faire un socle béton. Donc le socle béton, sur des projets qui sont avec une certaine rugosité avec la ville, on privilégie parfois d'avoir un socle, donc tout un rez-de-chaussée en béton, et afin que les charpentiers viennent se poser sur une dalle, donc un plancher haut rez-de-chaussée en béton lisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre les charpentiers et les bétonneuses, c'est que les maçons, ils sont au centimètre près, et les charpentiers, ils sont plutôt au millimètre. Donc, quand les charpentiers viennent s'implanter sur des talonnettes, comme je vous ai présenté précédemment, il y a beaucoup de sujets, notamment sur l'assise. Et donc, en général, en construction bois, on met une première lisse d'assises qui va venir reprendre une certaine forme de planéité, donc qui va venir caler l'ensemble du bâtiment bois. Donc, s'implanter sur un socle béton, ça donne ça, quoi. Ça donne ça en cours de construction. Ça donne ça et ça nous permet de s'élever après. Alors là, les charpentiers, ils sont super contents parce que pour le coup, là, ils sont complètement au sec. Et si on prolonge le détail donc, de ce rapport entre le socle, donc le sol, et la charpente bois qui s'élève, et en fini, ça nous donne ça. Donc là, on vient donc sur ce projet-là, c'est un R+6 à Montreuil. Donc en poteau-poutre et mur ossature bois en remplissage. On vient avoir une peau complètement recouverte comme des écailles de poisson, bardées par l'extérieur, mais qui vient cacher toute cette trépaille. Un autre projet, donc pareil, là on est sur un socle béton, et ça c'est un projet de
un peu plus grande envergure, puisque c'est le siège social de la Caisse d'épargne. Et donc, on vient s'implanter aussi sur un péage rez-de-chaussée en béton. On avait une planalité qui était pas trop mauvaise, donc ils ont bien bossé, les maçons. Donc voilà, on a réussi à faire quelque chose d'assez propre. Donc sur cette image, vous voyez le rapport à... Donc là, on est déjà au R+1, hein, donc vous voyez le rapport au sol béton. Les éléments, ce que vous voyez, les éléments noirs que vous voyez en pied de poteau, c'est des rupteurs de remontée capillaire, parce que même sur un pH rez-de-chaussée, il se peut qu'il y ait un peu d'eau et donc du coup qu'il y ait de la capillarité. Et vous voyez au milieu, il y a quand même une talonnette qui vient reprendre un voile contreventant en CLT. Voilà, parce qu'on avait des contraintes, certaines contraintes structurelles. Donc ça donne ça, un socle en béton. Et sur ce projet-là, on s'est amusé. Le béton, ce qui est assez drôle, c'est que le béton, il monte, mais il est coffré avec du bois. Et alors maintenant, les banches sont moins en bois, mais il a traditionnellement été... traditionnellement, le béton, il était banché en bois. Les bâtiments de Le Corbusier en sont la preuve. Et donc, sur ce projet-là, on avait décidé de faire des banches bois pour le rez-de-chaussée pour qu'il y ait un dialogue entre ce qui se passe au-dessus et la mémoire du bois dans la partie maçonnée. Donc, vous pouvez le voir sur Ops, vous voyez pas mal souris. C'est vrai. Voilà. Ici, là, on est banché, on est banché en bois. Le rapport au sol dans la construction bois, c'est aussi sa légèreté. Parce qu'un des avantages de la construction bois, un des avantages du bois, c'est que c'est assez léger. C'est-à-dire que c'est 450 kg au mètre cube. Donc ça, c'est pour les résineux. Quand le béton fait 2500 kg au mètre cube, ou l'acier qui fait 7850 kg au mètre cube. Donc le béton, il est 5 fois plus lourd, l'acier, il est 8 fois plus lourd. Donc en fait, construire en bois, c'est aussi limiter l'impact sur les fondations, donc sur le sol, et donc aussi limiter le déplacement et l'excavation des terres, qui sont un vrai sujet environnemental, et notamment avec tous les aménagements du Grand Paris Express, on a des sujets sur l'excavation des terres. Donc voilà, construire en bois, ça permet aussi de limiter un peu cet impact sur notre environnement. Alors, évidemment, là, la poutre, il ne la porte pas, hein, mais il y a une grue quand même au-dessus. Mais c'était pour imager cette légèreté. Notre pratique s'articule à l'image de Giuseppe Pennone en train d'écorcer le cèdre de Versailles. Si vous avez eu l'occasion de voir certaines de ses sculptures, c'est extrêmement poétique. Donc lui, dans son travail, il va chercher l'essence du bois. Et à l'agence, on aime beaucoup montrer cette image comme une des images illustrant notre pratique. Parce qu'on recherche l'essence de l'arbre et de la manière dont on peut articuler l'économie de matière du bois pour préserver cette ressource. Donc la question de la ressource, la question de l'essence du bois, c'est si on veut construire avec le moins de matière possible, on doit réfléchir en fait notre conception et notre construction, c'est un squelette, ça devient un squelette. Donc ce bâtiment-là, c'est un des bâtiments que je vous ai montré un peu avant sur un détail constructif entre le plancher au rez-de-chaussée et la partie bois. En fait, cette maquette, ce squelette-là, nous, on ne le voit jamais. C'est un peu frustrant, mais c'est pour ça qu'on les fait. Parce que tous les murs ossature bois que vous voyez, donc qui viennent entre le poteau et la poutre, les murs ossature bois, ils arrivent, ils sont déjà fermés. C'est-à-dire qu'il y a un voile travaillant, il y a de l'isolant, il y a un pare-vapeur, etc. Et donc, on ne voit jamais cette image-là. Mais cette image-là, c'est vraiment l'essence de la réflexion sur la construction et la conception bois. Mais pour comprendre un peu ce que c'est que le squelette, il faut parler un tout petit peu d'histoire et de revenir sur la grume. Parce que nous, on travaille comme ça, et il y a d'autres archis qui n'ont pas la même conception que nous, en bois. Et en fait, on s'inscrit aussi dans une histoire de la construction bois en France. C'est-à-dire que la construction bois en France, c'est le colombage, c'est
la recherche de la bonne pièce de bois qui sera employée au bon endroit et qui va reprendre, qui va reprendre une maison et qui sera peut-être démontée et réemployée autre part. Et ça, c'est vraiment l'histoire du la charpente latine, l'histoire du colombage. C'est l'histoire de la construction bois française. On est Il y a d'autres zones en Europe où il y a de la profusion de matière et donc du coup, ils construisent avec du bois empilé, par exemple. Nous, on s'inscrit pas du tout dans cette histoire-là, en tout cas. Et puis, il faut savoir aussi que la construction bois, elle a subi pas mal le milieu, hein, la charpente bois, a subi beaucoup de péripéties et notamment la guerre, comme tout français. Et il y avait beaucoup de charpentiers, notamment dans les tranchées, donc qui ont construit les tranchées. Donc il y a eu une perte de savoir-faire au moment de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, due aussi à la perte des gens qui avaient ce savoir-faire et donc une diminution de la transmission. Et puis, avec l'histoire et le développement, ils sont aussi arrivés de matériaux révolutionnaires qui sont l'acier et le béton. Et donc, la construction bois telle que le colombage, c'est un peu étiolé, disons, dans l'histoire de la construction française. Et quand on parle de cet élément-là, je vais vous illustrer les différents systèmes constructifs bois et vous allez du coup comprendre un peu l'illustration de mes propos. Donc ça, c'est le bois empilé. Donc le bois empilé, c'est une construction typique des Nordiques, même des Autrichiens, parce qu'ils ont une profusion de matière et donc du coup, ils font des maisons. Enfin, ils faisaient, mais ils ont cette tradition de consommer beaucoup de matière parce qu'ils en ont en fait à profusion. Le bois empilé, je le montre pas dans les différents systèmes constructifs là que je présente, mais en gros, le CLT, le Cross Laminated Timber, que je vais vous présenter après, il s'inscrit un peu dans cette réflexion-là, c'est-à-dire une réflexion où on a de la matière à profusion, et donc c'est des éléments qui sont en bois plein, sachant que parfois, notamment sur des volumes comme ça, on pourrait faire la même chose, mais en mur ossature bois. Le mur ossature bois, alors la construction à ossature bois, qui sont faites en sections en bois et carré, donc c'est des petites sections de bois qui sont en général brutes de sciage. C'est un type de construction qui est issu du balloon frame américain. Donc le balloon frame, il est revenu en France. Enfin, il y a un mixte entre le colombage et le balloon frame, mais en gros, le mur ossature bois, ça reflète ça. C'est-à-dire que c'est des petits montants qui sont mis tous les 60, hein, et puis il y a des murs qui sont pleins, qui arrivent et qui sont empilés en 2 dimensions sur le chantier. Attention à ne pas confondre le mur ossature bois et la façade ossature bois, qui sont 2 procédés identiques dans le terme constructif industriel, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés constructives, puisque le mur ossature bois est un mur qui peut être porteur et une façade ossature bois, c'est plus un mur manteau, donc qui n'a pas forcément de rôle structurel. Un mur ossature bois, on peut monter jusqu'à R+5, on peut monter en mur ossature bois. Bon, il faut mettre quelques contreventements de ci, de là, mais en plus, mais on peut monter 5 niveaux. Et après, on a la construction, donc voilà les 3 types, donc le bois empilé, le mur ossature bois et la construction poteau de poutre, qui est issue de la réflexion sur le pan de bois. Donc c'est un poteau, une poutre, voilà, et du solivage secondaire qui viennent remplir tout ça. C'est plutôt ce type de dispositif constructif est plutôt destiné aux bâtiments tertiaires. Parce que ça emploie forcément du bois qui est issu de la 2e transformation et du coup matériellement, s'il y a une transformation supplémentaire qui est un peu plus coûteux et donc du coup en général c'est plutôt destiné aux bâtiments tertiaires. La grume. Donc je reviens un peu en arrière. Une fois que l'arbre il a été récolté, on a la grume. Et qu'est-ce qu'on fait avec la grume ? C'est l'arbre. Enfin, la grume, c'est l'arbre abattu et ébranché. Donc on enlève toutes les branches. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc le bois massif, il faut comprendre qu'il a des dimensions qui sont issues
de la section d'une grume. On a par exemple la poutre, le bastin, la solive, le chevron, le demi-chevron et le lito. Ça, c'est tous les éléments de charpente traditionnelle, mais que nous, on utilise aussi en construction, qui est une construction moderne. Hein. Enfin, et comme vous pouvez le voir, les éléments de bois, qui sont les éléments qui sont les plus imposants, donc qui sont les poutres ou les solives, ils sont choisis dans le plus au cœur du bois, parce que le bois, il y a l'aubier et il y a le duramen. Et c'est la partie duramen qui est la plus durable et dans lequel on vient sélectionner le bois qui sera le bois d'or et qui sera utilisé en construction. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, cette grume, tous les petits morceaux, enfin tout ce qui reste en dehors de la découpe des litos, des bastins, des solives, des poutres, etc. Et ben tout ça, ça rentre dans le cycle de vie du bois, c'est-à-dire que ça va en bois industrie ou en bois énergie. Donc ça rentre dans d'autres filières qui utilisent du biosourcé. Du coup, si on s'amuse à empiler comme ça, tous ces éléments-là, bah, ça donne un tas de bois, quoi. Et c'est le nom qu'on a donné à notre projet qui s'appelle Woodstock. C'est un projet qu'on a réalisé dans le cadre de la Biennale Agora, la Biennale d'architecture, d'urbanisme et de design, et en collaboration avec le salon Woodrise, qui rassemble les acteurs de la filière bois. L'objectif de cette installation, c'était un objectif pédagogique, c'est-à-dire que c'était d'expliquer aux visiteurs qui arrivaient sur le salon, notamment sur le salon Woodrise, qu'est-ce que c'était que tous ces éléments-là, tous ces éléments de charpente, comment ils pouvaient être empilés les uns par rapport aux autres, comment ils pouvaient être assemblés. C'était aussi expliquer que la construction bois, comme vous pouvez le voir, il y a une première épaisseur qui est une épaisseur qui reprend du plâtre-ventement, donc qui reprend des efforts qui viennent plutôt à l'horizontale. Et puis, en arrière, vous voyez qu'il y a des murs qui reprennent des efforts qui sont plutôt rectilignes, avec un petit clin d'œil à Xenakis, qui viennent reprendre les charges descendantes directement, et qui les rapportent dans les fondations. Ça, c'était Woodstock, c'est du bois équarri, c'est du bois brut de sciage. Le carrissage, donc ça désigne le processus de conversion d'une bille de sa forme naturelle ronde en bois carré. Mais le bois, c'est aussi la seconde transformation. Et la seconde transformation, c'est la trame est intimement liée à la transformation du bois aussi. C'est-à-dire qu'un bois, tout commence par l'aboutage. Donc là, vous avez des morceaux de bois qui sont équarris, donc qui sont bruts de sciage, qui viennent être coupés en peignes et qui viennent être aboutés les uns avec les autres. Donc en général, les bois, ils sont sélectionnés, les endroits qui sont les plus faibles, donc les endroits où il y avait les nœuds, ils sont découpés, et après, ils aboutent pour avoir des sections plus longues. Donc là, sur cette transformation-là, on commence à pouvoir augmenter en portée, puisqu'on a des morceaux de bois parce qu'on n'a jamais vu des arbres qui faisaient 12 mètres, hein, ou très rarement quand même. Donc, je vous rassure, on ne construit pas avec des trames de 12 mètres. Mais on peut avoir des morceaux de bois qui du coup, par l'aboutage, deviennent extrêmement longs. Après, tout est une question de calcul et de résistance. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du bois massif abouté, du BMA. Voilà. Mais on a d'autres types de matériaux, bois. Donc ça, c'est vraiment des matériaux qui sont issus de la seconde transformation, donc qui ont une transformation de plus que le sciage. Donc vous pouvez voir, alors hop, ici, vous pouvez voir du bois massif abouté. Non, ça c'est du contre-collé, pardon, excusez-moi. Ça c'est du contre-collé. Ça c'est du lamellé-collé. Donc ça c'est des lamelles qui sont collées les unes sur les autres. Ici, on a du LVL. Donc le LVL, c'est Laminated Vinyl Lumber. Alors, ça, c'est une fabrication qui est faite à base de plis d'environ 3 mm de bois et qui sont recollés entre elles. La particularité du LVL, c'est que la grume, au lieu d'être prise dans sa section, comme je vous l'ai montré précédemment, là, elle est déroulée comme un taille-crayon.
Et donc, on vient coller les éléments les uns contre les autres et ça fait un produit industriel du bois, puisque c'est une deuxième transformation, qui est très résistante, enfin qui a une très bonne résistance à la flexion notamment et voilà. Et en tout dernier, ici en partie basse, ce dont je vous ai déjà parlé du coup dans le reste de ma présentation, qui est le CLT, donc le Cross Laminated Timber. Donc là, c'est des planches de bois qui sont collées les unes à côté des autres et puis après qui sont collées les unes sur les autres perpendiculairement. Ça fait des éléments pleins de bois qui ont une résistance mécanique suivant leur section, mais qui est assez bonne, et voilà, qui peuvent être utilisés dans des cas spécifiques. Ça, c'est un détail d'assemblage qui emploie du coup les différents types de bois que je viens de vous exposer. Sur cette image, cette image, elle est très intéressante parce qu'elle regroupe les différents éléments de bois. Donc là, on a mis... Ici, on a les poteaux sont en lamellé collé. On a du LVL qui est en poutre, qui vient reprendre des efforts parce qu'on avait besoin d'avoir une section réduite pour pouvoir passer des réseaux. Et sur les noyaux de circulation et sur des voiles contreventants qui ramènent les efforts aux noyaux de circulation, on est en CLT parce que ça vient reprendre des efforts qui sont supérieurs. Et donc, ce système constructif poteau-poutre, du coup, il nous amène à des trames, en fait. Parce que comme on connaît le matériau, on connaît d'où il est issu, comment il a été transformé, on connaît aussi ses portées. Et les portées en bois, elles sont évidemment plus limitées qu'en béton. Et donc, ça nous crée des trames. Donc, la trame de bureau... Enfin, là, on est sur un projet de bureau. Donc, on a 5,40 m de profondeur et on a des trames anthrax bois de 2,40 m. Et on vient tramer comme ça le bâtiment pour répondre à son usage, évidemment. Ça, c'est en cours de chantier. Mais la trame, c'est aussi les trames de logement. Donc, la trame standard bois en abouté, en bois lamellé. Enfin, le bois lamellé collé, ça coûte cher. Donc, en général, en logement, on essaye de plutôt utiliser de l'équarri ou juste du bois abouté. Et on a des anthrax, du coup, qui se diminuent, mais qui répondent aussi à l'usage du projet et donc en l'occurrence, là, du logement. Donc là, on est à l'intérieur d'un logement et vous voyez qu'on a un solivage bois aussi en partie supérieure. Alors, sur ce projet-là, qui est 24 logements en accession sociale à Gennevilliers, là, on est en mur ossature bois, mais on est en mur ossature bois avec un voile contreventant intérieur. Et tous les petits points verts que vous voyez, c'est que les murs sont insufflés avec de la ouate de cellulose. Donc, c'est un mur qui est sous avis technique 6 bois, mais voilà, qui fonctionne très bien. Voilà, une autre trame de logement. Alors, je vais passer assez rapidement sur les assemblages parce que je vous en ai déjà montré quelques-uns. Mais la construction bois, c'est par essence... l'assemblage, c'est là où transitent les efforts. Et en fait, l'assemblage, c'est la potentielle faiblesse. Et la construction bois, elle ne peut pas se faire sans assemblage. Donc, les assemblages dans les différents systèmes structurels que je vous ai présentés précédemment, ils peuvent être... ils rassemblent tout un tas de contraintes, et notamment des contraintes structurelles liées à la transition des efforts, mais aussi des contraintes... Les assemblages, ils sont contraints par les réglementations incendie et par des réglementations acoustiques. Donc, c'est des points d'attention que nous, on mène dans notre conception. Voilà, je vous ai montré ça pour la simplicité de l'assemblage par broche qu'on veut développer dans la halle de l'Orme, qu'on a dessiné en tout cas en phase DCE. Mais on a des assemblages qui sont aussi un peu plus complexes. Donc là, on voit un assemblage, on a une solive de plancher qui vient s'assembler avec une poutre en lamellé collé qui vient faire sommier entre 2 murs ossature bois. Si jamais, je pourrais revenir lors des questions-réponses dessus, si jamais je parle chinois. Voilà, en fait, je voulais vous montrer dans les assemblages les différentes... Ça aussi, c'est un plan d'atelier de chantier d'un charpentier. Donc ça, c'est une façade. Et on voit que dans ce projet-là, donc qui est
je refais référence au projet qui est un R+6 à Montreuil en poteau, poutre, bois et mur ossature bois en remplissage. Là, les efforts transitent par la méthode constructive telle que les pans de bois. C'est-à-dire que, vous voyez, on a des écharpes qui sont à l'intérieur des murs au milieu. Mais bon, ces écharpes-là, on les voit plus une fois qu'on est sur chantier. Enfin, on les voit même pas quand on est sur chantier, en vrai. Donc, les assemblages, c'est aussi beaucoup de ferrures métalliques. Donc, les ferrures métalliques, il faut qu'on puisse... il faut savoir lire un plan de charpente en voyant où sont les ferrures, où sont les retombées de poutre, parce que pour la synthèse, en fait, il y a beaucoup de choses du chantier qui se passent en amont sur les chantiers, sur les constructions bois. Parce qu'une poutre qui fait 70 cm de hauteur, parce qu'elle doit reprendre un certain nombre de murs au-dessus, elle ne peut pas être percée n'importe comment et n'importe où. Malgré que ça nous soit arrivé sur un électricien qui s'est dit que passer sa gaine, c'était super. Bon, il faut quand même vérifier, et notamment être à la file neutre, etc. Et donc, les sections sont à vérifier, évidemment, en fonction de l'épaisseur du trou. Un autre détail d'assemblage sur le siège social de la Caisse d'épargne. Donc ça a été réalisé par l'entreprise Simonin. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été pré-taillées en usine. Donc là, vous voyez un poteau ici. Là, le poteau vient dessus et s'assemble avec on a une dalle béton préfabriquée qui vient se poser sur les solives, qui n'est pas structurelle, qui reprend uniquement de l'acoustique et un peu de l'acoustique et un peu d'inertie aussi, pardon. Et là, vous voyez, on retrouve nos lamellés collés, notre LVL et notre poteau en lamellés collés. Donc là, le poteau, il faut se dire qu'il fait 30 par 25 quand même. Voilà, les charpentiers, c'est au millimètre. Donc, ils sont même à genoux pour voir la précision de leur ouvrage. Et ça, comme dernière photo d'assemblage, qui est l'assemblage de l'exostructure du siège social de la Caisse d'épargne, qui est un assemblage qu'on a beaucoup travaillé en exé avec les charpentiers. Parce que Simonin a l'usage du goujon collé, il a inventé le goujon collé, donc qui est encore sous avis technique, mais qui va se développer avec l'Eurocode 5 en termes calculatoires. Et du coup, on a dessiné au maximum pour que le goujon collé soit utilisé de manière judicieuse dans l'expression de ce détail. Donc la trame et les assemblages, ça donne le squelette. Et le squelette, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on voit en partie. Donc là, c'est le siège social de la Caisse d'épargne. Donc le squelette, il a 3 parties sur ce projet. Il a des poteaux poutres et du solivage. Il a du CLT. Donc cette axonométrie-là, c'est du CLT. Oups, celle-là. Et on a l'exostructure qui vient reprendre les efforts de contreventement extérieur. Donc ça donne ça en termes de squelette. Et en termes de projet, ça donne ça. Ici, ce qu'on a fait, si vous avez bien suivi cette présentation, comme le bois n'aime pas l'eau, et que là, on est l'exostructure, c'est un lamellé collé d'épicéa, on est venu le protéger avec une peau en verre qui est largement ventilée, donc qui permet, qui fait aussi tampon climatique, quoi. C'est-à-dire que comme il y a ça fait la chaleur allant vers le haut, et comme la double peau est largement ventilée, la chaleur s'échappe et permet d'avoir une ventilation permanente de cette double peau. Et donc, on est venu protéger le bois pour sa pérennité. Donc, la conception, c'est aussi réfléchir à la pérennité de la matière et du bâtiment, évidemment. Un autre squelette, donc toujours notre R+6 à Montreuil. En intérieur, ça donne ça. Et en projet fini, ça donne ça. Et un dernier en termes de squelette qui est aussi du logement. Donc là, on est en logement. Alors sur le précédent, on avait un plancher qui était un plancher bois-béton connecté. Ici, on est sur un plancher qui est en solive-solivette, donc qui est un plancher complètement bois, filière sèche, et qui permet la dissociation entre l'acoustique du logement du dessus et du logement du dessous. Ce qui est quand même un des points d'attention à avoir en construction bois, c'est les termes acoustiques, la question acoustique. Voilà, ça donne ça.
en termes finis. Et enfin, ce petit projet, parce que ce petit projet qui est notre tas de bois à Bordeaux, il rassemble plein de questions, et notamment des questions de fer. Donc ce petit projet, on est allé le construire nous-mêmes. Là, vous nous voyez en pleine action. On a fini par le construire, enfin, on a voulu le construire, on a voulu l'expérimenter, et il rassemble toutes les questions que j'ai évoquées, c'est-à-dire, donc ici, on est sur les efforts qui descendent verticalement, ici, on est sur les efforts contre-ventants, le montage est en cours. Là, vous voyez la légèreté du bois, on vient poser ces poutres avec une certaine grâce. Et ça, c'est la fine équipe qui l'a construite. Alors, je ne sais pas si ça va se lancer. Ah, pour terminer, je vous montre le petit time-lapse de cette construction. On n'était pas en full sécurité SPS, on n'avait pas fait notre PPSPS sur cette opération, mais on avait quand même des barrières de chantier. Et la construction de bois, le terme chantier, c'est aussi un terme de charpente et de charpentier, c'est-à-dire qu'on fait l'ouvrage au sol et après on l'élève. Et donc c'est un peu ce qu'on voit là. Donc nous, on prépare nos murs, là on prépare les socles et le rapport au sol, du coup, qu'on vient lester parce qu'on ne pouvait pas s'ancrer dans le sol. On élève la première partie des murs et qui reprennent les efforts verticaux. Petit à petit, on vient maintenir de manière provisoire. Hein. Donc là, vous voyez plein d'éléments qui maintiennent de manière provisoire. Hop, là, il y a le contre-ventement qui se monte. Et après, la toiture. Voilà, avec un échafaudage roulant en toute sécurité. Il n'y a pas eu de mort, je vous rassure. Donc les poutres, les solives, après on va mettre... Enfin les bastins, pardon, après il y aura les solives. Ah, les solives sont en préparation. On a fait des assemblages à mi-bois aussi pour nous complexifier la tâche. Voilà, les chevrons. Les demi-chevrons. Et les nichos. Et là, on finalise l'ancrage. Donc, on est allé chercher des sacs de ciment pour lester tout ça. Et notre rapport au sol, on l'a voulu noir pour montrer cet ancrage. Voilà. Et je voulais terminer là-dessus parce qu'il me semblait que ce petit élément de faire et le savoir-faire et le faire sont éminemment liés à notre conception de l'architecture bois. Et ça rassemble toutes les thématiques de la construction bois, telles qu'on veut le promouvoir en tout cas. Voilà, donc le faire est aussi important que le fini, ce que disait Anno Piano, qui résonne parfaitement. Le bois, c'est plus qu'un simple matériau, c'est un héritage vivant qui est porteur de mémoire, de techniques et d'innovation. Et travailler avec cette matière nous rappelle de l'importance de l'adaptation, de la maîtrise des contraintes et de la recherche constante de nouvelles solutions pour bâtir durablement. Donc je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions. Un très grand merci, Alice. Je te donne la parole, Valentine, pour que tu commences à réagir. En effet, je peux commencer à réagir. Merci beaucoup, Alice, pour ta conférence. Je voulais te poser une première question
et c'est ce par quoi finalement tu as terminé, c'est-à-dire ce chantier en autoconstruction, mais finalement ce chantier, beaucoup de nos étudiants ont du mal à se projeter dans le rôle de l'architecte sur chantier. Toi, tu es la preuve que cette dimension du projet est pleinement investie par les architectes. Il y a du projet dans le chantier, tu le démontres, peut-être même selon le cas que c'est le lieu du projet réellement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton rôle sur le chantier, de son évolution, de la manière dont aussi il y a une forme de rétroaction ou d'apprentissage du chantier et puis qui te permet ensuite de fabriquer les projets différemment. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, de ton rapport au chantier en tant que praticienne? Vaste question. Donc le chantier, c'est effectivement un lieu d'apprentissage extrêmement vaste. J'ai eu la chance d'être sur le chantier très tôt quand je suis arrivée à l'agence. Et j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi sur mon premier chantier, donc il n'a pas mis en péril le bâtiment, mais des erreurs de synthèse, quoi, parce que je savais pas forcément regarder un plan de charpente, parce que je n'avais pas la compréhension des éléments en rapport au bois. Et petit à petit, on apprend, et puis c'est sûr que on apprend, et puis on apprend à de plus en plus anticiper. Parce que le chantier, la construction bois, le chantier, il se fait vraiment en amont, lors de l'exé. Enfin, il y a la phase exé au démarrage du chantier, mais nous, on a tendance enfin, il y a toute une partie aussi en consultation des entreprises, où en fait, on rentre déjà dans le projet avec le charpentier, etc. Et il y a des choses qui se dessinent, qui se décident, et voilà, il y a des éléments qui s'affinent même en amont, et même au moment du DCE, etc. Donc voilà, c'est un processus qu'on doit prendre très tôt quand on fait du chantier et en construction bois. Ok, j'ai une question corollaire du coup sur la mission d'Exé et notamment tout ce travail en DCE sur la question du détail, puisque on voit que le travail sur le bois, peut-être plus encore qu'un autre type de construction avec un autre matériau, part de cette question du détail. Comment toi tu envisages cette question du plan d'exé ou de la phase d'exécution et du détail comme emportant le projet tout entier d'une certaine manière, et comment, tu parlais d'économie de matière notamment, comment par ce biais-là du détail, on arrive peut-être à dessiner le projet, peut-être à être sobre, peut-être à toi de continuer, je sais pas. Oui, alors je t'avais fait des petites... alors, il y a un détail que j'ai montré, mais que voilà, qui me tenait à cœur de remontrer, c'est le détail de la résie du projet de la Caisse d'épargne. En fait, au démarrage, les charpentiers nous avaient proposé un détail qui était pour nous pas à la hauteur de l'image qu'on avait envie de donner, et notamment parce que c'était un détail qu'on avait qu'à travailler dès la phase APD. Donc on avait fait des maquettes d'assemblage. C'est un détail qui est complexe parce que on a en fait deux éléments. On a trois éléments qui se croisent avec un entrée et deux diagonales. Et du coup, un mi-bois, c'était trop petit pour le mi-bois. Donc il y a un nœud qui était assez complexe et qui fait l'image de ce projet-là. Et donc la première version que les charpentiers nous ont proposée, c'est celle-là. Alors je vais l'expliquer parce que tout n'est pas simple à voir. Mais en gros, quand on regarde en coupe comme ça, ils avaient caché, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc là, on a des ferrures métalliques qui viennent s'assembler toutes autour d'un seul axe. Et pour protéger cet élément-là, en fait, ils faisaient une découpe du bois en laissant une lamelle de bois assez fine pour cacher l'assemblage, parce qu'évidemment, ce n'était pas un assemblage très esthétique. En fait, quand on regarde ça, on sait aussi que la pérennité de cet assemblage, elle peut ne pas être
ça peut être assez faible dans le sens où cet élément, cette lame de bois, elle va évoluer différemment du bois qui est plein, voilà, qui est l'épaisseur de la résine. Et voilà, donc comme ça ne correspondait pas exactement à l'image, enfin, ça correspondait pas à l'image et à l'exigence qu'on avait, on leur a demandé de retravailler le détail. Et le détail, on leur a demandé de travailler avec des goujons collés et en diminuant les éléments d'assemblage, donc de pâte métallique, pour avoir une continuité des éléments de bois, de la résille et des diagonales. On lise la continuité du détail de l'exostructure. Et finalement, ça a donné ça. Et on est quand même vachement content. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, le détail en construction bois, il y a beaucoup de détails qui ne se voient pas, mais qui pourtant sont des sujets sur lesquels on peut disserter pendant des heures parce qu'on a tout un tas de contraintes à respecter et il faut aussi que ça respecte l'usage et l'espace créé. Et donc, voilà, on ne peut pas avoir une épaisseur trop grosse. On peut pas, voilà, donc le détail est au cœur de la réflexion de l'exé. Valentine, il y a des questions? Bonjour. J'avais une petite question. Vous parliez tout à l'heure de cycle de vie de la forêt. Est-ce que vous intégrez dans vos projets, notamment aussi vous parliez de la question des assemblages avec la ferraille, la notion de cradle to cradle dans vos projets et le fait au moment de désassembler un projet, diviser en fait cette matière pour pouvoir la réutiliser pleinement. Est-ce que vous l'intégrez à vos projets ou pas? Alors, c'est une question assez intéressante, d'ailleurs, dont on a discuté avec Valentine la dernière fois. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'idée d'utiliser le moins de matière possible et de l'utiliser de la manière la plus judicieuse possible. C'est aussi utiliser du bois de première transformation. Pourquoi ? Parce que la première transformation, il y a moins de colle et du coup, le bois peut être réutilisé. Donc, en fait, le bâtiment bois, on réfléchit pas sur un bâtiment qui va durer le temps de 250 000 ans. Enfin, c'est pas du tout la question. D'ailleurs, il y a l'histoire de la construction mondiale. Il y a beaucoup le bois a été éminemment un matériau de construction et aujourd'hui, parfois, il n'y a plus de traces de ces bâtiments puisque le bois, il a une fin de vie, quoi. Et nous, dans nos bâtiments, le fait d'être sur des trames... En fait, c'est pour ça que j'ai organisé ma présentation sur la question de la trame, parce que le fait de respecter certaines trames nous amène à utiliser certains types de bois et pas forcément un matériau en termes de produit, c'est-à-dire pas forcément du lamellé-collé ou du CLT, parce qu'ils sont moins réutilisables finalement que d'autres éléments de bois. Mais après, de toute façon, la construction bois, c'est un mécano qui se démonte et qui se réemploie. Donc même les bois qui sont transformés, donc la deuxième transformation, donc les bois qui sont encollés, en logement, on essaie de ne pas faire de bois qui sont trop encollés parce qu'on n'a pas forcément besoin, parce que les trames nous permettent de répondre à l'usage, donc au logement. Mais quand on est sur des trames plus grandes et qu'on utilise du bois qui est issu de la deuxième transformation, et ces bois-là, ils peuvent être complètement réemployés. Et on a fait le projet du parking silo qui est juste à côté du siège de la Caisse d'épargne à Dijon. On a des grandes portées de 15 mètres. Le parking silo, les gens ont commencé à avoir une évolution sur le moyen de se déplacer. Et donc, il pourra être démonté complètement et réemployé. Donc, en fait, c'est éminemment lié, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le parlement public? Oui. Bonjour, moi j'aurais aimé savoir si c'était envisageable, plutôt que de faire une construction comme ça totale en bois, de faire aussi la réhabilitation. Oui, alors c'est pas le cœur des projets de l'agence, la réhabilitation, mais ça me permet de rebondir sur autre chose, c'est-à-dire que Paris a été construit en bois et Paris et Haussmann, il a trié, tout à fait dans le même esprit que Cradle contre Cradle, c'est-à-dire que quand Haussmann est arrivé et a fait le remembrement de Paris, tous les matériaux de construction étaient triés, organisés, et les éléments de charpente, ils ont aussi été triés. Et quand on va dans des bâtiments haussmanniens, parfois dans les charpentes au dernier niveau, on voit des sections de bois qui sont notées et qui appartenaient à d'autres bâtiments. Donc oui, la construction bois, effectivement,
nos bâtiments, ils seront peut-être réemployés demain dans de la réhabilitation, enfin demain, peut-être pas demain, mais dans 50 ans ou 70 ans, j'en sais rien, dans d'autres bâtiments, et ils permettront un réemploi en réhabilitation. Ou alors l'aspect positif du bois, c'est que comme c'est léger, on peut faire des extensions sur de l'existant. Donc c'est un des matériaux de prédilection pour la réhabilitation aussi. Alice, un instant. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Je voulais rappeler 2 éléments de contexte. Et d'abord, il y a quelques années, le groupe Adif Bois a donné une vraie impulsion à la construction bois, notamment pour les bâtiments de grande hauteur. Donc, on a observé que bureaux d'études et architectes ont été lancés et motivés pour relancer la filière bois sur des grosses constructions en France. Et puis, il y a l'arrivée en même temps de la RE 2020 avec des planchers, enfin des surfaces habitables qui vont être de plus en plus décarbonées. Donc, avec d'ici 2028 une grosse restriction sur les bilans carbone par mètre carré de plancher. Et on se dit, on ne va pas y arriver sans le bois. Et je me demande si dans vos projets maintenant, le bois est devenu incontournable, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a 10 ans, le bois était une option parmi d'autres, et puis le maître d'ouvrage voulait du béton, faisait du béton. Est-ce que maintenant vous avez changé d'attitude et que vos projets sont d'abord étudiés en bois et ensuite on voit si ça passe ou si ça passe pas? Là, déjà, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est quand vous recevez des stagiaires des différentes écoles d'architecture, est-ce que vous pensez qu'ils sont bien formés? Est-ce que sur le bois, est-ce que les écoles ont tout intérêt à proposer des formations sur l'architecture bois? Alors la réponse à la première question, elle est assez simple, c'est-à-dire que en fait, depuis la création de l'agence, on ne construit qu'en bois. Donc, en fait, on n'a pas, Mathias Ramvos a fondé l'agence, et les premiers projets qui sont sortis en bois, et ils ont perduré sur cette question-là. Et donc, du coup, nous, on ne conçoit que en bois. C'est-à-dire que la réflexion, elle est à la base du processus. C'est-à-dire que l'esquisse, l'esquisse, elle est tramée, l'APS, elle est tramée pour que ça puisse fonctionner en bois. Donc, on l'intègre au démarrage du processus, et on se bat parce que c'est pas facile tous les jours. Et donc, alors, à l'inverse, c'est-à-dire, je vais retourner le sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir pour verdir leur image, mais qui n'ont pas forcément l'intention derrière d'aller jusqu'au bout en bois. Et c'est une bataille quotidienne que mène d'ailleurs avant tout Mathias, parce que c'est lui qui est à la tête de l'agence, mais qu'on mène nous au quotidien évidemment, mais c'est une bataille pour conserver le projet en bois jusqu'à la fin. Et on se bat pour laisser le bois dans les permis de construire, parce que sinon ça risque rapidement de passer à la trappe. Donc ça c'est la première chose. Et après, je me rappelle plus, la deuxième question, c'était... Ah oui, la formation des étudiants. On en a quelques-uns. Non, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en 5 ans d'études, on ne peut pas de toute façon transmettre tout le savoir sur tous les matériaux de construction. Non, ils veulent pas. En fait, nous, quand il y a des jeunes diplômés ou des jeunes stagiaires, enfin des stagiaires qui arrivent à l'agence, on leur transmet les bases. C'est ça qu'on fait, quoi. Les bases en construction bois, j'entends. Après, voilà, je m'attarderai pas sur... Ah oui, alors moi je suis pas architecte et pas étudiant, donc j'ai un peu par curiosité. Et la question que j'ai, alors peut-être qu'elle est un peu décalée par rapport à tout le monde, mais par exemple là je suis acheteur de ce bâtiment. Ouais. J'ai 2 bâtiments avec le même design, c'est-à-dire même mode de vie, etc., déplacement, etc. Pourquoi je choisirais en fait d'avoir Et la deuxième chose, c'est en quoi ça impacte en fait. Est-ce que ça impacte en tout cas mon mode de vie, enfin la vie en tout cas dedans, et en quoi ça. Pourquoi en fait Oui. Bon, alors le bois a plein d'avantages évidemment.
que j'ai pas développé là parce que c'était, je pense, pas profondément le sujet, mais notamment le fait qu'il soit hygroscopique, ça veut dire qu'il absorbe l'humidité de l'air. Donc en fait, il y a un bien-être dans la construction bois qui a été analysé et voilà, scientifiquement. Donc il y a un meilleur être dans une construction en bois. On se sent mieux. Donc ça, c'est la première chose. Après, pourquoi choisir le bois ? Parce que c'est le seul matériau de construction qui pousse, et donc c'est le seul matériau qui excave pas, qui est renouvelable, qui est naturel, et qu'aujourd'hui on devrait se poser la question de savoir est-ce qu'on doit construire encore, et si on construit, autant construire mieux. Et voilà, pourquoi le bois. C'est une dernière question. J'ai regardé le site de votre site avant de venir. Et c'est vrai que vous avez des bâtiments avec plein de morceaux qui sont collés dessus. Ouais. Et ça fait plein de petites rainures. Alors, dans le sud de la France, on en voit beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu chiant pour vous savez, le bois, on est de l'eau et tout ça. Enfin, ça devient. Faut passer du vernis, quoi. Alors, je vais aller un peu plus loin sur ta question, c'est-à-dire que le revêtement extérieur, nous, on privilégie pas toujours en bois. C'est-à-dire que nous, c'est l'âme de la réflexion de la construction, c'est la structure. Mais en général, on cherche à mettre plutôt des revêtements qui sont minéraux, parce que c'est plus pérenne. Et que en fait, la construction bois, elle a pâti un peu du développement des ZAC éco, etc., où en fait, il y a beaucoup de bâtiments béton qui ont mis du bois en façade et qui c'était des petits éléments de bois, c'était des lithos, etc. Donc, c'est des bois qui se sont dégradés, qui sont pas uniquement esthétiquement, mais aussi structurellement. Donc, ça n'a pas une très bonne image, le bois en extérieur. Après, le bois en extérieur, il suffit de le traiter correctement. C'est-à-dire que, notamment, les Nordiques, ils savent très bien faire ça avec du falin. Donc, il y a plein de peintures falin qui est une peinture naturelle qui laisse le bois respirer, puisque le bois, c'est un matériau vivant, donc il ne faut pas l'enfermer derrière une couche qui peut être plastique. Et du coup, là, ça peut être pérenne sur des dizaines d'années, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alice ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions moins loin, moins hautes ? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Et je voulais vous demander, dans la mesure où vous gérez, vous arrivez dès le début du cycle de vie du bois, comme vous l'avez expliqué, est-ce qu'il y a moyen... je vais reposer ma question dans l'autre sens, pardon. Je sais qu'il y a des techniques de poutres, notamment dans les bâtiments historiques, où les poutres ne sont pas parfaitement rectilignes, rectangulaires, parfaites, des arêtes fines, et les angles sont un peu plus arrondis. Comme ça, ils utilisent un peu plus pleinement l'arbre, le tronc, donc plus de surface, et ça permet une poutre plus costaud. Alors forcément, après, ça apporte un fini un peu plus brut et naturel. C'est pas forcément la même esthétique, mais c'est d'autres caractéristiques. Et donc, dans la mesure où vous travaillez dès le début du cycle bois, est-ce que c'est possible aujourd'hui de réfléchir et commander une poutre de manière un peu plus naturelle dans un projet de conception aujourd'hui ? Alors, je pense que ça, c'est des choix esthétiques. Si il y a un architecte qui veut un poteau apparent intérieur, parce qu'en extérieur, ça va être c'est plus compliqué en termes de réglementation, mais qu'il soit brut, ça peut tout à fait se faire. Après, en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que on s'inscrit quand même dans une filière, et la filière, il y a une scierie au démarrage, quoi. Enfin, je veux dire, qui est très très proche du bûcheron. Donc en fait, là, ce que tu me dis, c'est presque un bûcheron qui aurait juste écorcé la grume et qui utiliserait le bois tel quel, ce qui est tout à fait envisageable. Mais en termes de section de bois, là, par exemple, sur le projet de la halle de l'Orme, en fait, la section de bois, c'est énorme. Je veux dire, on peut faire
plusieurs bâtiments avec une grume. Vous voyez, donc en fait, la réflexion sur l'économie de la matière, c'est aussi ça, c'est de dire que oui, le bois brut, on pourrait l'utiliser, mais ce serait démesuré en termes de matière par rapport à l'usage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Et pour finir, j'aimerais vous poser 2 questions. La première concernant votre processus en général, parce que parfois, une fois vous avez dit que dès l'esquisse et la PD, la trame a été projetée, les projets ont été conçus de sorte à ce qu'ils soient construits en bois dès le départ. Ouais. Et par exemple, sur l'image qui est toujours projetée, on voit qu'il y a un souci de détail qui est assez intéressant. Et ma question, c'est, avec ce genre de structure, on est très tenté de se focaliser sur les détails d'assemblage, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache, comment on assemble les éléments. Dans votre manière de faire les projets, vu que c'est très ancré dans l'agence, est-ce qu'il y avait des moments où le projet a émané d'un détail en particulier que vous aviez envie d'exalter, ou au contraire, est-ce qu'il y a une rigueur et un processus strict que vous projetez sur tous les projets, c'est-à-dire que vous commencez par un point A, vous aboutissez à un point B à la fin, vous pensez aux détails. Donc, enfin, c'est une question que je me pose parce que parfois on voit sur votre projet que la structure en bois est cachée, invisible de l'extérieur, et dans d'autres, elle est très exaltée, elle est très montrée. Donc c'est des choses qui me questionnent en général, parce que c'est à quel moment on décide de montrer ou de cacher la structure qu'on utilise. Merci beaucoup. La réflexion, elle se base sur le matériau. Enfin, notre conception à l'agence, elle se base sur le matériau de manière assez générale. Et par exemple, sur certains projets, et notamment en logement, on réfléchit au matériau bois en structure, mais on réfléchit à avoir une espèce d'unité de matière sur l'esthétique finie du bâtiment, donc en ardoise, en bardage, peu importe. Mais on ne part pas forcément du détail pour développer le projet. Dans notre processus de conception, en tout cas, le détail, il vient avec le développement du projet, mais c'est pas le point de départ. Mais c'est assez rapide, parce que quand même, les questions de détail, comme je pouvais dire préalablement, c'est en chantier, quand on les voit en chantier, en général, c'est un peu trop tard. Donc, et effectivement, en fait, l'agence, on a fait beaucoup de logements collectifs. Donc, le logement collectif, dans des zones urbaines denses, on n'a pas forcément l'occasion de faire du bois, de faire des détails extérieurs, visibles, etc. Là, ce projet-là, c'est le siège social de la Caisse d'épargne, il y a une image particulière. Enfin, en fait, il y a des typologies de projets aussi qui se prêtent à avoir des détails un peu singuliers. Voilà. Alice, un immense merci. Et je propose à toi et puis au public de se retrouver, si vous voulez prolonger la conversation, dans la mezzanine de l'école. Donc, après la cour du Mûrier, vous pouvez monter les quelques marches et on peut boire un verre et continuer la conversation avec Alice. Un grand merci, Alice, pour cette prise de parole passionnante. Oui.